crois qu'il y a un consensus général sur la gravité de la situation, tous les indicateurs économiques ayant viré définitivement au rouge. On n'est pas là non plus, je crois, pour faire un débat sur comment reproduire les erreurs d'hier en les appelant par un autre nom. Moi, j'appelle à l'union de l'ensemble des acteurs, à l'union des salariés et des entrepreneurs pour opérer le redressement, j'oserais même en présence de M. Attal, la renaissance de la France. Il faut qu'on le fasse ensemble, mais il faut qu'on le fasse ensemble tout simplement parce que l'économie n'est pas hors sol. L'économie, elle s'inscrit dans une histoire, elle s'inscrit dans des institutions, elle s'inscrit dans la psychologie d'un peuple, et ça s'appelle l'identité économique de la France. Ça n'est pas un gros mot. Notre pays a une identité économique. Cette identité économique, elle s'appuie sur les entreprises, elle s'appuie sur la nation, elle s'appuie sur l'État. Elle s'appuie sur des entreprises qui ont beaucoup souffert dans les 10 dernières années, qui ont besoin de constance. Ça veut dire que quand on s'engage à baisser les impôts de production, il faut respecter cette promesse. Ça veut dire qu'il faut que les impôts exceptionnels ne deviennent pas des impôts qui soient définitifs. Ça veut dire qu'il faut arrêter la folie normative. La nation, ce sont les hommes et les femmes qui créent la richesse et qui doivent pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça passe par l'éducation, ça passe par une réforme de la formation, ça passe par la juste valorisation du travail. Et là, l'État, lui, il a un rôle qui est quand même essentiel, qui est de créer les conditions d'un environnement économique maximal. C'est-à-dire mettre en place les conditions pour que vous, autres entrepreneurs, puissiez créer de la richesse. On aura l'occasion de discuter durant le débat de toutes les conditions qui sont nécessaires précisément pour que l'État remplisse ce rôle. Je voudrais quand même faire remarquer à l'assistance que à chaque fois qu'il s'agit de parler de la dette, beaucoup de beau monde proposent que ce soit les autres qui fassent un effort, quoi. Moi, il m'apparaît que le premier qui doit faire un effort, c'est l'État. Et il doit baisser drastiquement son train de vie. Voilà ce que je viens de dire, parce que oui, je suis très inquiète par la situation de la dette. Donc clairement, nous la rembourserons. Deuxièmement, nous sommes pour l'inscription dans la Constitution d'une règle d'or. Vous voyez qu'on peut avoir un certain nombre de points communs. Nous présenterons juste avant le débat budgétaire, absolument nécessaire de le faire, parce qu'aujourd'hui, l'effet boule de neige de la dette n'est même plus le fait de l'importance des taux d'intérêt. C'est le refinancement de la dette qui, aujourd'hui, crée un effet boule de neige qui va, pour la souverainiste que je suis, nous priver de notre liberté, mais surtout nous mettre dans une situation économique, et vous et nous d'ailleurs, qui sera dramatique. On se donne rendez-vous la deuxième semaine d'octobre. Vous verrez le nombre de secteurs dans lesquels on peut faire des économies. Les agences, 1200, les hauts instituts de je sais pas quoi, qui soit servent à rien, soit sont totalement toxiques. Pardon de le dire, et j'aurai des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, sûrement. L'immigration, qui coûte très cher à notre système de protection sociale. L'Union européenne, il n'y a pas de raison majeure qu'on lui accorde plus de 5 milliards de contributions nettes. Cette contribution, elle s'est envolée dans les dernières années sans que l'Union européenne n'apporte beaucoup, il faut bien le dire, à notre économie, si ce n'est une masse considérable de normes, de contraintes, d'empêchements et de règles diverses et variées. Pour la retraite, la réforme des retraites que je propose, que j'ai proposée, elle part d'un principe qui n'est pas un principe comptable. Ça ne veut pas dire que je me moque de la comptabilité, mais elle ne part pas d'un principe comptable. Elle part d'une évidence, c'est que le taux d'emploi en France est trop bas. Nous avons, notamment pour les jeunes, 15 points de retard sur l'Allemagne. Et nous avons, je crois, près de 7 points d'écart pour le taux d'emploi général. Ça veut dire que le stock
en réalité, de travail n'est pas suffisant. Alors, la facilité, pardon, Monsieur Philippe, c'est de dire, il n'y a qu'à faire travailler les gens plus longtemps. Sans d'ailleurs admettre qu'en réalité, il est extrêmement difficile de les faire travailler au-delà d'un certain âge, parce que bien souvent, il faut bien le dire, lorsqu'ils sont licenciés à partir de 55 ou de 60 ans, ils ont le plus grand mal à retrouver un emploi. Et vous le savez, puisque vous avez proposé que les indemnités chômage soient réduites avant 50 ans. Ça veut donc dire qu'après 50 ans, vous savez qu'il est extrêmement difficile de retrouver pour le coup un emploi. Donc moi, ma première préoccupation, c'est d'augmenter le taux d'emploi des jeunes. Le premier emploi effectif chez les jeunes, c'est 27 ans. C'est considérable. Il faut qu'il y ait plus de jeunes qui rentrent sur le marché du travail avant l'âge auquel ils le font aujourd'hui. Et pour cela, la réforme des retraites que je propose est une incitation. Elle répond également au problème de la pénibilité, sans multiplier par l'âge du capitaine le nombre de fois où on s'est penché dans la journée. Tous ceux qui ont commencé à avoir un emploi effectif au sens de l'INSEE avant 20 ans cotiseront 40 ans et partiront à 60 ans. Puis progressivement, jusqu'à 24 ans et demi, on arrivera à 42 ans de cotisation et un âge légal de 62 ans. Parallèlement, et je terminerai, parce que je me suis attaché au début, si je puis me permettre, de la vie au travail, je m'attache également à la fin. Et nous mettrons en place des incitations pour que ceux qui ont dépassé l'âge de la retraite et ont leur trimestre puissent continuer à travailler s'ils le souhaitent. Et pour cela, par exemple, nous proposons de supprimer les cotisations retraite et les cotisations chômage. Ça incite les entreprises et ça incite les... C'était proposé pour faire des économies, notamment dans la sphère sociale. Vous avez voté contre. Vous avez voté contre les conditions face au RSA. Vous avez voté contre la réforme de l'assurance chômage, contre la réforme des retraites. Vous êtes... Il est effectivement utile de rappeler que sous Macron, 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, le PLF 2026, 43 milliards de prélèvements supplémentaires de prévus, le gouvernement Barnier, 30 milliards, dont 20 milliards d'augmentation des impôts sur les entreprises. Bon, par conséquent, vous avez été ceux qui avaient aggravé considérablement les impôts. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas M. Barnier et que je serais bien resté à la place de M. Barnier à l'époque pour ne pas augmenter les impôts. Je ne vous ai pas beaucoup vu vous opposer tout de même. C'est nous qui nous sommes opposés et qui avons protégé précisément les entreprises de cette augmentation. Faites-moi confiance, on a tout... Oui, effectivement, on a fait une commission d'enquête sur les freins à la réindustrialisation parce que c'est un élément absolument essentiel de notre projet. Je vais d'abord répondre à votre question qui est une question précise qui touche en fait à l'implantation foncière. C'est un sujet majeur parce qu'il y a 90% des intercommunalités là en France qui n'ont plus de foncier disponible dans les 4 ans pour l'industrie, ce qui pose un problème quand on veut réindustrialiser. Donc oui, bien sûr, il va falloir réduire considérablement les coûts et pour réduire considérablement les coûts, c'est simple, on va faire de l'exception la norme. C'est-à-dire que les projets d'intérêt nationaux majeurs, je viens vous dire aujourd'hui que toute implantation industrielle sera considérée par nous comme un projet d'intérêt national majeur. Et donc, les normes seront considérablement réduites et donc les délais seront considérablement réduits. Nous ferons un effort particulier, évidemment, sur les 150 000 hectares des friches qui sont déjà artificialisés et qui donc permettront encore d'accélérer. Permettez-moi de vous dire que la réindustrialisation, elle passera aussi par d'autres leviers essentiels. D'abord, un choc de compétitivité. Le choc de compétitivité, il va être fiscal. C'est-à-dire qu'il faut supprimer les impôts de production. Il faut supprimer évidemment la CVAE, il faut supprimer la CFE, il faut supprimer le C3S. Tout cela, nous le supprimerons précisément pour créer ce choc de compétitivité. Les impôts de production, c'est l'ennemi de la réindustrialisation, entre autres. On reviendra dans ce débat un peu. Il faut agir également sur la commande publique. La commande publique, c'est 200 milliards d'euros par an. Il faut que la commande publique soit fléchée vers les entreprises
présente territorialement en France. Donc il n'y a pas de critère de nationalité, c'est interdit par l'Union européenne, il y a un critère de territorialité. Et ainsi, on va pouvoir évidemment relancer aussi les filières. Mais nous avons une méthode, ce seront les comités de filière. Nous sommes allés voir toutes les filières, quasiment, pour leur dire quelles sont les normes qui sont les plus toxiques pour vous, quelles sont celles que nous devons supprimer immédiatement. Ils ont répondu, nous avons des dizaines de tableaux Excel avec des listes infinies de normes qui sont inutiles, qui sont supérieures aux exigences européennes et qui sont un frein, d'abord un impôt papier et deuxièmement un frein considérable à la vie et à l'expansion des entreprises. Et ça, cette suppression-là, nous la ferons par un train d'ordonnance dès notre arrivée au pouvoir. Je reste un peu admirative de gens qui ont participé à la majorité depuis 10 ans quand même et qui aujourd'hui ont plein d'idées qu'ils n'ont jamais mis en œuvre. Là, j'avoue que moi, j'arriverai pas à faire ça. Précise qu'on ne parle pas de moi ici. Moi, j'arriverai pas à faire ça. Je veux dire, j'arriverai pas à me regarder dans la glace et à faire ça comme ça, tranquillement, comme si de rien n'était. C'est sûr que c'est plus facile dans l'opposition et de faire du commentaire en permanence, madame. Oui, alors, bon, vous faites bien de m'interpeller parce que vous n'avez pas reproduit ici le projet que vous avez pourtant expliqué dans les journaux consistant à augmenter 200 € l'intégralité des salaires jusqu'à, je crois, 2,5 fois le SMIC. Vous ne m'avez pas bien écouté, montant, j'ai dit tout à l'heure non mais parce qu'il faut parler, à un moment on peut parler sérieusement, montant 55 milliards d'euros. Alors où est-ce que vous les trouvez? Je suis sûr que vous avez sûrement énormément de solutions à nous expliquer. Restons encore une fois sérieux. Déjà, je dépense pas le sérieux, vous l'avez, comme vous, et le sérieux, vous le savez, et vous le savez, vous, entrepreneurs. Oui, les salaires sont trop bas, vous le savez, vous aimeriez tous en effet pouvoir les augmenter. Oui, le coût du travail est lourd. Oui, un certain nombre de mesures sur le long terme peuvent faire baisser le coût du travail. D'abord, la relance économique, la baisse du chômage et toute une série d'autres luttes potentielles contre la fraude qui existe et dont on parle peu, mais qui coûte également très cher. Mais aujourd'hui, dans la situation budgétaire dans laquelle nous sommes, on ne peut pas faire baisser le coût du travail au-delà de ce qui a été fait. Parce que, pardon, vous avez, Monsieur Furlan, choisi un salaire à 2,9. Ben oui, on comprend bien pourquoi vous avez choisi un salaire à 2,9. Parce qu'en dessous du salaire à 2,9, il y a quand même un certain nombre d'exonérations. On est d'accord. Et ces exonérations, elles sont aujourd'hui, mais encore une fois, moi, j'assume de les maintenir, donc c'est pas le sujet, mais elles sont à 77 milliards. En 2014, de mémoire, elles étaient à 21 milliards. Donc elles ont considérablement augmenté ces exonérations et donc cet allègement du coût du travail pour l'entreprise. Donc en l'état c'est compliqué. Nous ce que nous pouvons faire là tout de suite, au moment où on se parle, dans la situation budgétaire, c'est baisser les dépenses contraintes. Parce qu'on oublie de vous dire, c'est que les dépenses contraintes, elles ont considérablement augmenté depuis les 10 dernières années, et notamment le coût de l'énergie. Et c'est pourquoi nous considérons qu'il bénéficiera aux particuliers, aux salariés, mais aussi aux entreprises, de faire baisser massivement le coût de l'énergie. 2 mesures. Une mesure immédiate, baisser la TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble de l'énergie, fuel, électricité, gaz, et dans un second temps, retrouver un prix de production français de l'électricité, parce que les coûts ont explosé et ça n'est pas lié au coût de production français qui, lui, a permis de donner une énergie abondante, sûre et très peu chère pendant des années, ce qui a d'ailleurs soutenu, vous le savez, les 30 glorieuses. Donc voilà, la réalité, elle est là. On peut agir sur les dépenses contraintes, on peut agir sur la TVA sur les produits de première nécessité. Moi, je suis opposé à la TVA sociale, parce que la TVA sociale, en réalité, si elle peut être potentiellement neutre pour les salariés, elle ne l'est pas du tout pour les retraités qui vont voir leur pouvoir d'achat baisser considérablement. Elle ne l'est pas du tout pour les chômeurs qui vont voir baisser leur pouvoir d'achat considérablement, ni même pour les jeunes qui ne sont pas en situation d'emploi et qui ne pourraient pas faire face à une augmentation de la TVA que vous souhaitez. Vous avez bien dit, ou écrit plutôt, que
une simplification massive posait un problème parce qu'il y avait beaucoup de gens dont le travail était de gérer la complexité et qu'ils allaient se faire entendre. Si, c'est un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure d'ailleurs. Il me semble que vous l'avez écrit. On en reparlera. Donc ça, c'est inadmissible. Alors moi, je veux bien entendre tout ce que j'ai entendu là. Mais CSRD, ZAN, DPE, RE 2020, ça c'est vous sûr, hein? Ça c'est vous sûr, RE 2020. Énorme inconvénient quand même pour les entreprises. S3D, et j'en passe, c'est des meilleurs. C'est pas une centaine de normes, monsieur Retailleau, qu'il faut supprimer. Ce sont des milliers de surnormes. Parce qu'à chaque fois que l'Union européenne impose une norme minimale, nous on fait mieux. On veut être le premier élève de la classe. Typiquement, et vous le savez, sur la transparence des salaires, l'Union européenne impose la transparence des salaires pour les entreprises de plus de 100 salariés. Qu'est-ce qu'on fait nous? On dit non, nous on va faire mieux. On va faire pour les entreprises de 50 salariés. Ah, bravo, merveilleux. Madame von der Leyen va applaudir. En attendant, ceux qui n'applaudissent pas, ce sont évidemment des chefs d'entreprise. Donc, dans ce domaine de la simplification et de l'arrêt, c'est pas l'arrêt des nouvelles normes, c'est le retour sur toute une série de normes toxiques qui ont été décidées et qui ne peuvent être supprimées compte tenu de leur nombre que par des ordonnances qui massivement nous feront revenir en termes de compétitivité avec la norme minimale qui est exigée par l'Union européenne. Ça coûte de l'argent, les normes, on oublie de le dire. Ça a été évalué sur les 10 dernières années à 30 milliards, 25 milliards de pertes fiscales. C'est considérable. Alors je ne dis pas qu'il faut toutes les supprimer, hein. Il y en a un certain nombre que vous avez d'ailleurs désignées, qui sont positives, qui nous donnent un avantage compétitif, qui permet que nos produits soient plus sûrs que les autres. Celles-là, bien entendu, il faut les conserver. Mais toutes celles que j'ai citées tout à l'heure, très objectivement, il est absolument urgent de les supprimer. J'ai déjà évoqué nos propositions sur la fiscalité, mais baisser la C3S, la CVAE et la CFE, c'est pas suffisant, il faut les supprimer. Parce qu'en réalité, il faut un réalignement compétitif pour les entreprises françaises. Donc il faut purement et simplement supprimer ces trois impôts. Il faut d'ailleurs peut-être réfléchir, c'est ce que nous faisons, à un IS progressif qui permette aux très petites entreprises d'avoir un niveau qui soit un niveau très bas. Puisqu'on parle on a parlé tout à l'heure de productivité, on a parlé de machines-outils, on a parlé de robotisation, on a parlé de numérisation. Je pense que c'est extrêmement important d'accompagner les entreprises vers cela, parce qu'on a un vrai déficit aussi sur ce sujet par rapport à d'autres pays, notamment européens, et nous mettrons en place un suramortissement pour l'ensemble de ces trois domaines, parce que je pense que c'est ce qui peut permettre d'accélérer en réalité la numérisation et la robotisation des entreprises qui en ont besoin. Pour la transmission, il y a la moitié des entreprises dans les 10 ans qui vont devoir être transmises. Donc bien sûr, il faut conserver le pacte Dutreil, il faut le conditionner quand même à rester tout de même 10 ans à produire sur le territoire national. Parce que s'il s'agit de bénéficier de l'avantage fiscal et en réalité au bout de 2 ans, soit revendre l'entreprise, soit délocaliser, à ce moment-là, on perd l'avantage fiscal. Au moins, les choses sont extrêmement claires. L'impôt paperasse, ça va quand même être important parce que la simplification, elle a une conséquence, c'est que ça fait baisser quand même ce qu'on appelle l'impôt paperasse, qui n'est pas négligeable, notamment pour les petites entreprises, mais aussi pour les grosses. Il faut supprimer déjà, nous on le fera tout de suite, 130 impôts totalement improductifs, ou qui rapportent tellement peu que tout ça, ça relève évidemment du travail de la Cour des comptes. Il y en a un certain nombre, mais là, nous, les 140, on les annule, soit on les annule purement et strictement, pour 58 d'entre eux, soit on les annule avec report pour 70 restants. Il y a en même temps un plan de relance massif de l'économie et en même temps un plan d'économie massif sur la dépense publique. Ça, c'est absolument essentiel. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons fait un travail extrêmement sérieux. Ça fait 2 ans qu'on le fait. On va le refaire là. On a fait un contre-budget.
Nous avons été les seuls. Ah non, pardon. La France Insoumise également a fait un contre-budget. Ça permet de savoir exactement ce qu'il en est. J'ai pas vu les autres formations politiques faire de contre-budget au moment du budget. C'est dommage, parce que ça permet vraiment de mesurer ce qu'il en est des choix politiques. Parce que le budget, ce sont des choix politique. Il y a encore une fois, dans quelques jours, nous présenterons notre trajectoire de redressement des finances publiques. C'est quand même pas rien quand on est candidat à la présidentielle. On ne peut pas ne pas le présenter, non seulement aux entrepreneurs que vous êtes, mais à l'ensemble du pays. Donc encore une fois, jugez sur ce que vous lisez, sur les engagements que nous prenons, et pas sur ce que vous pouvez entendre de ci, de là, qui est souvent effectivement assez éloigné de la réalité. Merci.